Ils ont eux-mêmes créé les conditions de leur propre destruction et ils vont nous prendre tout ce qu'ils peuvent pour ne pas mourir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, ils nous envoient les boss du niveau supérieur. Et oui, les VRP officiels de la bourgeoisie financière étant devenus complètement nuls, ils sont obligés d'envoyer les généraux de l'échelon d'au-dessus, c'est-à-dire les patrons des multinationales. Et ils nous les envoient à la télé, là où normalement c'est les VRP habituels qui se succèdent. Et cette fois, ils viennent pour nous présenter, pour nous dérouler leur projet, leur agenda politique. Saut fédéral européen, parce qu'il faut protéger un peu le marché contre la démocratie quand même. Voiture électrique chinoise pour tout le monde dans le cadre d'une écologie qui profite surtout à la finance, visiblement. Et délocalisation de tout ce qui l'ait pas encore été. Oui, non, en bref, c'est la même que depuis 50 ans, mais en plus brutal, plus dur, plus vite, plus fort. Et donc là, il nous envoie donc la personne de Carlos Tavares en plein milieu du cirque habituel, pendant carrément la campagne des européennes, hein, on s'embête plus, on s'embarrasse plus de subtilités, avec tout autour de lui l'opposition en carton qui n'a pas de projet et qui n'a rien à dire. Et oui, cette campagne européenne est à se taper la tête contre les murs tellement ils sont tous débiles ou malfaisants ou les deux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Carlos Tavares, c'est le PDG de Stellantis, un groupe automobile multinational, italo-franco-américain et de droit néerlandais, fondé en 2021 par Carlos Tavares lui-même via la fusion des groupes automobiles Peugeot PSA et Fiat Chrysler. Oui, ça fait beaucoup de marques de voitures dans une seule entité, hein, mais voilà. Carlos Tavares, c'est donc l'incarnation de la concentration des moyens de production, en l'occurrence de voitures, entre un nombre de mains toujours plus restreint. Il nous annonce d'ailleurs lui-même la couleur sur France 2 en nous expliquant que dans 10 ans, il n'y aura plus que 5 constructeurs dans le monde et qu'il compte bien en faire partie. Carlos Tavares, bien qu'il intervienne dans le débat politique, n'est pas un politique. C'est un PDG de multinationale. Son intérêt est donc clair, et c'est tout à fait logique et normal, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est rapporter du pognon aux actionnaires de son groupe multinational, en prenant évidemment une commission au passage. L'intérêt de Carlos Tavares, ce n'est donc de toute évidence, ni l'intérêt de la France, ni l'intérêt des Français. D'ailleurs, Carlos Tavares n'est même pas français, il est portugais. Mais bon, à la limite, il serait allemand ou américain ou japonais, ce serait pareil. Parce qu'il bosse pour ses actionnaires et pour les gens qui gèrent les portefeuilles d'actions de ses actionnaires. Mais c'est tout. Pourtant, Carlos Tavares, on le fait venir à la télévision française pendant une campagne électorale pour venir donner son avis sur la conduite des affaires publiques de la France. Et visiblement, il n'y a que moi que ça choque, parce que personne sur le plateau où il était n'a remis en cause ni sa présence, ni sa légitimité à parler, comme si c'était un politique avec un projet politique. Enfin, c'est bien là le sujet, parce que lui, il représente effectivement des gens qui ont un projet politique, et qui le mettent en œuvre depuis 50 ans dans notre pays, et plus globalement, pas juste en France, mais dans toutes les démocraties occidentales, et même dans le monde entier en fait, mais ça se traduit différemment. C'est le projet politique d'une classe, la bourgeoisie financière, qui a pris le pouvoir il y a une 50aine d'années, et qui depuis mène la danse. Elle a fait sa mondialisation, elle a organisé l'économie à l'échelle mondiale comme ça l'arrangeait. C'est elle en fait qui possède véritablement les entreprises, parce que c'est elle qui concentre entre ses mains les titres de propriété des moyens de production. C'est pas l'ancien capitaine d'industrie ancré dans un pays qui pouvait aller voir les contremaîtres pour discuter de comment on augmente les cadences, etc. Non, là on est sur du dématérialisé à l'échelle mondiale et totalement financiarisé. Bref. Cette bourgeoisie financière, après avoir évincé les anciens capitaines d'industrie nationaux dans leurs propres entreprises, puisqu'elle possède les titres de propriété de ces anciennes entreprises construites par des grands capitaines d'industrie avec des visions et raccord quand même dans beaucoup de cas, en tout cas avec l'intérêt de la France, pendant quelques dizaines, centaines d'années. Donc après avoir évincé ces capitaines d'industrie, ou les avoir convertis à son système, puisqu'il y en a, ils se sont bien reconvertis aussi, elle a formé ses serviteurs dans les écoles de commerce et dans les banques d'affaires, puis elle les a placés à la tête des États
et notamment des États occidentaux, afin qu'ils remodèlent les différents systèmes et les institutions politiques de manière à faire les lois pour servir ses intérêts. Et cette classe a aussi placé ses intellectuels dans le monde de la culture, dans le monde de l'éducation et dans ces médias, puisque c'est les mêmes personnes qui possèdent les médias que ceux qui possèdent les titres de propriété des moyens de production, allez savoir pourquoi. Donc elle a placé ses agents dans ces médias afin qu'ils puissent propager son idéologie et le discours qui lui permet de continuer de régner. Parce que si les gens n'étaient pas convaincus par sa légitimité à régner, ça serait un peu plus compliqué pour elle de régner, et d'ailleurs les gens sont de moins en moins convaincus, et on voit qu'elle est de plus en plus réduite à utiliser la force pour rester au pouvoir. Voilà. Processus pré-révolutionnaire, ça me paraît assez évident. Bref, ce petit jeu-là dure depuis une 50aine d'années et ça culmine là pendant cette campagne électorale européenne. Bon, dans la mesure où on considère que l'élection européenne sert à quelque chose et que ce n'est pas la Commission européenne non élue qui prend les principales décisions pour les pays membres, mais c'est pas grave. Donc on a Carlos Tavares qui vient à la télévision publique nous expliquer quelle politique les clowns présents sur le plateau, s'ils se font élire, doivent mener. Et ça peut se résumer essentiellement par surtout ne pas protéger nos économies nationales, et même européennes d'ailleurs, de la concurrence, mais au contraire aller plus loin avec un saut fédéral européen tel que promu, ça tombe bien, par Emmanuel Macron. Et à propos d'Union européenne, ça tombe bien aussi là, puisque c'est cette même bourgeoisie financière qui a créé l'Union européenne, grâce à l'action de ses agents. Et on pensera l'incarnation la plus évidente, en fait, c'est Jean Monnet, banquier d'affaires, agent de la bourgeoisie financière américaine, des mecs comme lui qui nous ont été présentés comme des grands pacifistes, les artisans d'une construction politique européenne qui allait faire qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, alors qu'en fait, ils étaient là pour mener à bien l'agenda politique de la finance internationalisée, dont l'origine était surtout la finance américaine. Et de cette Union européenne, la finance a fait une sorte de laboratoire. Le laboratoire de la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dont on parle dans le dernier fil d'actu, donc je vais pas redévelopper ici. Mais ça a fait une véritable mondialisation dans la mondialisation qui n'allait pas manquer de s'accomplir sous son règne, puisque c'était à ça que la finance avait intérêt. Et malheureusement pour nous, cette classe, en imposant son système économique à la planète entière pour son profit, parce qu'elle agissait dans son intérêt, encore une fois, ce qui est tout à fait, voilà, ça s'entend quoi, voilà, elle a ruiné la France. Avec l'aide de gens dont le boulot était censé être nous protéger, je parle bien entendu des dirigeants politiques, et de nous informer sur les différents rapports de force qui existaient pour que nous, on puisse après prendre des décisions conscientes de manière éclairée, et je parle là bien sûr des médias. Et elle a ruiné la France en commençant par détruire notre industrie, en la délocalisant en Chine, en Inde, et puis ensuite, après la chute de l'Union soviétique, dans l'Europe de l'Est. Et elle veut maintenant détruire notre agriculture, parce que c'est ça, elle veut faire entrer dans l'Union européenne des pays comme l'Ukraine, où le SMIC est à 200 € par mois, donc même nos agriculteurs qui vivent avec 700 balles, les Ukrainiens sont toujours moins chers. Et en fait, elle ne s'arrêtera pas, puisque son intérêt, j'ai envie de dire, objectif, c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur que je porte là sur cette classe qui est au pouvoir. Elle fait ce qu'elle a à faire pour continuer de survivre. Là, on en est arrivé au stade où pour continuer de survivre, il faut qu'elle nous saigne toujours plus loin, quitte à nous faire crever si ça lui permet de faire un petit peu de profit en plus. Parce que son profit, c'est sa survie à cette classe. Oui, non, ça commence à pas sentir très bon, voilà. Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle avait placé ses agents à la tête des États dans les médias. Le problème, c'est que les agents en question sont quand même vraiment très très nuls. On va être honnête, Valérie Hayer, c'est pas une personne, c'est une IA. Enfin, c'est le chat GPT avec une perruque. C'est pas une personne, ce n'est pas possible. Donc, comme elle est trop nulle et que déjà ils envoient le Premier ministre à sa rescousse dans des moments totalement délirants d'ailleurs, où on a le Premier ministre qui débat avec le candidat du premier parti d'opposition, où on a le Premier ministre qui s'invite sur un plateau d'Européenne parce que la candidate robotique Valérie Hayer, je maintiens que cette personne n'est pas humaine, est en difficulté face pourtant aux journalistes de France Inter qui sont quand même pas très fut-fut. Je veux dire voilà, mais même ça ne suffit pas.
Donc, il nous envoie le boss du dessus, tu vois, celui qui possède en fait les moyens de production, mais qu'on n'est jamais censé voir derrière l'écran de fumée que sont les médias et tout le cirque politico-médiatique. Et du coup, France 2 nous a fait un très beau plateau, donc le service public nous a fait un magnifique plateau avec une journaliste à l'image des journalistes actuels, de plus en plus gogol et avec une maîtrise totalement approximative de la langue française, qui ne savent que répéter la doxa, qui ne pensent pas, surtout ils ne pensent pas. Et autour de la table, donc Carlos Tavares et des politiques qui sont là encore pour alimenter le cirque, qui viennent faire de la figuration. Donc il y a un interchangeable des Républicains, les Républicains qui essayent de se refaire une santé en prétendant qu'ils n'ont rien à voir avec le saccage de la France de ces 50 dernières années, alors que c'est eux qui ont imposé à la France des traités qu'on voulait pas, genre le traité de Lisbonne, et qui sont donc les agents directs du projet de Carlos Tavares depuis 50 ans. Les autres sont pas mieux, parce que il y a aussi sur le plateau une interchangeable de l'AFI et un interchangeable du Parti Socialiste, qui défendent eux aussi, mais par l'autre côté de l'échiquier, le projet de Carlos Tavares, puisque pour eux, il faut la libre circulation totale des personnes, tu vois. Et au final, ces derniers n'ont à imposer à Carlos Tavares comme argument, comme si c'était un argument politique, sa rémunération. C'est « Ah oui, mais vous, monsieur, vous avez gagné 36 millions ». Comme si les millions qui gagnent, en fait, c'était le fond du problème, alors que ça n'a pas forcément à en être un. Le problème, c'est Carlos Tavares, c'est son agenda politique qui est en train de nous tuer. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas combien il gagne en fait. Donc on se retrouve mais à 2 semaines d'une élection, dont en plus ils passent leur temps à nous répéter qu'elle est super importante. Alors qu'encore une fois, les députés européens n'ont absolument aucun pouvoir et passent leur temps à voter sur des trucs débiles qui servent à rien. Ça aussi, moi j'aurais aimé l'entendre dans la campagne, mais enfin bon, c'était peut-être trop demandé. Et donc on se retrouve avec un plateau où on a un représentant direct de la classe dirigeante qui nous a saigné, qui continue de nous saigner, qui vient nous expliquer à la télévision la direction politique que notre pays doit prendre. Et les autres, ils sont tous là, coincés dans leurs petites obsessions idéologiques, on va le dire franchement, limités. Et c'est pas juste qu'ils sont limités intellectuellement, même si, oui, c'est sûr, ça aide pas. Mais en fait, ce qui les limite vraiment, c'est le fait qu'ils souscrivent tous à l'idéologie qui sous-tend les politiques qui nous ont été imposées par la classe de Monsieur Tavares depuis 50 ans. Les uns par le prisme de la libre circulation des personnes, parce que les frontières, ce serait le mal. Pourquoi, je sais pas, parce que vu que tous les pays du monde, avec des politiques qui protègent un peu leurs citoyens, en ont. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai grandi aux 3 frontières, et quand on allait faire le plein en Belgique ou au Luxembourg, fallait passer 1 heure, des fois, à attendre que les mecs dans une cahute, tu vois, ce truc qui s'appelle la douane, et dont tout le monde a oublié que ça existait sans forcément qu'il y ait de guerre entre les pays, qui te laisse passer, en fait. Mais bon, ça, je sais pas, c'est... Voilà, bon, bref. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, t'as les autres, où ils souscrivent à l'idéologie de la classe de Carlos Tavares par le prisme de la libre circulation des capitaux ou des marchandises. Parce que, attention, le protectionnisme, c'est mal. Pourquoi, je ne sais pas, vu que tous les pays du monde avec des politiques voulant protéger un petit peu leur économie et leurs citoyens le font, mais c'est pas grave, et que nous aussi, on en avait il y a encore pas si longtemps, et que ça ne voulait pas dire qu'on était en guerre avec quiconque ou qu'on ne faisait pas de commerce. Mais va savoir. Bref, t'as droite et gauche, tu sais, de chaque côté de Carlos Tavares, t'as la jambe droite et la jambe gauche, tu sais, les 2 jambes du même système, le système qui est pensé, promu, par qui? Par la finance, par les financiers, par les propriétaires et les gestionnaires des portefeuilles d'actions de Stellantis et de toutes les, je vais même pas dire les entreprises ni les industries, parce que en fait, ce ne sont plus véritablement des outils de production. Ce sont devenus, entre les mains de la finance, des outils de profit et de spéculation. Et t'as les représentants politiques, qui se prétendent en plus tous être dans l'opposition, qui sont là à jouer la partition, finalement, que la classe dirigeante a écrite pour eux. Tu sais, alors, vous allez promouvoir la libre circulation des personnes et en parallèle la régulation plus ou moins de l'économie. Et puis vous allez promouvoir la libre circulation des capitaux et puis vouloir restreindre la libre circulation des personnes. Mais je veux dire, il y en a aucun qui se dit ça forme un tout cohérent. Tu vois, qu'un pays qui se protège, qui protège ses citoyens, qui protège son économie, régule un petit peu à la fois qui rentre et qui sort, où l'argent est placé, qu'est-ce qu'on produit, de quoi on a besoin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas, en fait, en quoi on serait obligé de souscrire à l'un ou à l'autre. Donc, le problème, ça doit être que, vu qu'ils comprennent rien au fonctionnement de l'économie, ils voient tout, mais tous, par le prisme de la redistribution. C'est incroyable.
T'en as aucun qui se dit le problème c'est qu'on produit plus de richesse. Non, ils sont tous là. Oh, il faudrait mettre plus d'argent dans les services publics, et puis les autres, ah bah non, les services publics ça coûte trop cher, il faut réduire. Mais en fait, c'est quel argent? On ne produit plus parce que les usines ont été délocalisées en Chine. Donc, je sais, la crétinisation des élites politiques est en marche, et d'ailleurs elle est aussi En Marche. C'est pour ça d'ailleurs que Carlos Tavares est là, hein. Comme ils sont de plus en plus nuls, ils nous envoient de plus en plus des gars haut placés, parce que les mecs font plus le boulot, quoi. Je veux dire... Je sais pas, après, si Tavares ça marche plus, je sais pas ce qu'ils nous envoyaient, tu vois, ils vont peut-être finir par nous envoyer le PDG de BlackRock, Larry Fink. Alors, juste petite remarque par rapport à ce plateau, le RN n'était pas invité sur le même plateau que Carlos Tavares, parce que il y avait Marine Le Pen en première partie de l'émission, qui était toute seule face à la journaliste, mais je veux dire, elle savait que Carlos Tavares arrivait, enfin, elle l'a peut-être même sans doute croisé dans les studios, mais elle non plus, elle n'a pas relevé l'inanité de la présence d'un membre direct de la classe dirigeante venu remplacer l'IA qui sert de VRP à cette même classe dirigeante, Valérie Hayer. Et je sais pas, peut-être qu'ils l'ont mise à part, alors pour des questions de temps de parole, hein, si ça se trouve, c'est juste ça. Peut-être aussi que c'est parce que c'est la principale opposante, que c'est la seule qui peut gagner face à Macron. Et que donc, peut-être, ils se sont dit, ouais, il y a du danger à la mettre sur le plateau, mais honnêtement... Alors, ils ont parlé d'économie dans la première partie de l'émission, et vu les compétences dont elle a fait montre en économie, je parle même pas de maîtrise d'un outil statistique ou de chiffres, non, c'est le fonctionnement de base qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas intégré, tu vois. Donc, je dirais que Carlos Tavares peut dormir tranquille pour le moment. Voilà. Oui, non, mais je sais, vous allez pas être content que je dise ça, mais c'est comme ça, en fait. Enfin, encore une fois, j'arrête de m'interdire de dire ce que je pense. Et d'ailleurs, ça va pas m'empêcher d'aller voter Bardella dimanche. Hein. Voilà. Hein. Mais juste, moi, je serais eux, je m'attellerais très, très, très rapidement à construire un projet sérieux, parce que il risque de gagner à la prochaine vraie élection, hein, je parle pas de l'européenne, et que à ce moment-là, dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et être les seuls à faire preuve d'empathie avec les Français et à parler aux Français de la ruralité et de la France périphérique, ça ne va pas suffire en fait. Quand tu es à la tête de la France, si t'as pas de vision et d'un projet de ce que tu veux faire, tu fais Giorgia Meloni, tu fais Alexis Tsipras, et au final, tu sers exactement les mêmes personnes. Enfin, c'est un avertissement. Je pense qu'on est nombreux quand même à en être conscients. Je vais revenir à mon sujet quand même, parce que c'est dingue, en fait, c'est pas la première émission où j'entends les consignes politiques émaner directement de la classe dirigeante. C'est-à-dire que j'ai vu un autre débat, je vous jure, je sais plus parce que je les ai quasiment tous regardés. Oui, je sais, c'est mon boulot à un moment, hein. Mais dans un autre débat des européennes, je me demande si c'est pas Caroline Roux, la même journaliste, il y a la journaliste qui sort pour poser les termes du débat. Elle sort une citation du PDG de Total, Patrick Pouyanné, en demandant aux candidats de réagir comme si c'était une déclaration politique, comme si c'était normal que le PDG d'une multinationale pose le cadre, pose les termes d'un débat politique, alors que c'est évident que lui a un intérêt personnel dans l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste, les intérêts du PDG de Total sont pas raccords avec les intérêts de la France. Mais du coup, pourquoi, dans le cadre d'un débat où on est censé, décider d'une vision pour la France, pourquoi les termes sont-ils posés par quelqu'un qui a un intérêt évident à détruire la France? C'est même plus du conflit d'intérêts à ce stade, puisque ce ne sont pas des représentants politiques, puisqu'ils n'ont même pas l'intérêt de la France en tête. Tu vois, ils ont même pas à faire semblant, contrairement d'ailleurs aux représentants politiques qui sont censés nous proposer un projet, nous dire voilà ma vision pour la France, je vous défendrai, je porterai votre voix, etc. Carlos Tavares, il a pas à faire ça. Patrick Pouyanné, il a pas à faire ça. Je veux dire, c'est des businessmen, il y a pas de problème avec le fait d'être un businessman. Mais du coup, il y a que moi que ça choque, vraiment, hein. Je pose la question, je sais pas, je suis peut-être trop prude et ça m'emmerde toujours un petit peu de voir les marchands dans la vie de la cité, mais bon. Et c'est vrai que c'est assumé en plus. Tu vois, il y a même pas de honte ou il y a pas de pudeur en fait. Tu vois, il nous explique clairement, oui, pourquoi Stellantis va dès la rentrée là va nous refourguer des véhicules électriques chinois, parce que c'est ça, hein, il est devenu récemment distributeur pour Leapmotor, une firme chinoise qui fabrique des véhicules électriques. Donc à partir de septembre 2024, je crois, le chinois Leapmotor va pouvoir pénétrer le marché français avec des voitures électriques moins chères que celles qui existent actuellement sur le marché, et ce, grâce à Carlos Tavares, limite personnellement. Tu vois, toutes les voitures exportées par Leapmotor le seront, nous dit-il, à travers
une entreprise contrôlée par Stellantis. Donc en résumé, le mec devient concessionnaire auto pour les Chinois, mais pareil, le conflit d'intérêts, là, ça choque personne, et il nous le dit en plus dans l'émission. Chaque vente Leapmotor en Europe se traduira par, je cite, des profits pour Stellantis. Mais attention, il nous dit au passage qui va payer des impôts en France et en Europe, etc. Enfin, je sais pas, faites pas les hypocrites. Enfin, le gars a refusé de produire la 208 électrique en France parce que, selon lui, toujours le travail, il coûte trop cher. Donc c'est quand même bien un peu du foutage de gueule. Enfin, voilà, hein. Le but, c'est ça, c'est que lui puisse distribuer les voitures électriques chinoises, que pour le moment il ait le monopole en fait de cette distribution dessus et que du coup il touche des belles commissions. Et il nous le vend en nous disant c'est que du coup comme ça les classes moyennes, il arrête pas avec les classes moyennes en plus, je sais pas ce qu'il a, mais si je sais, mais je vais pas en parler ici parce que j'ai déjà fait une vidéo en plus sur la classe moyenne et que sinon je suis encore ici demain. Mais bref, le coup de on va faire produire des trucs par les Chinois et on va les importer ici, et ça va revenir moins cher, et les classes moyennes pourront se payer des produits... Enfin, ils nous l'ont déjà fait, en fait, ce coup-là. Ils nous l'ont déjà fait avec tout. Ils nous l'ont fait, mais avec des trucs, tu sais, avec nos baskets, avec nos vêtements, hein, des trucs moins importants, on va dire, mais ils nous l'ont fait aussi avec les médicaments ou avec les voitures thermiques. Ils l'ont fait avec tout. Et regardez où on en est. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'on achète est fabriqué en Chine, c'est de qualité merdique, et vu qu'en plus il y a diminution des quantités, la qualité est de plus en plus dégueulasse, tu regardes même les pneus, ils sont de plus en plus fins en fait, et en plus vu qu'il y a diminution des quantités, parce que la Chine se garde pour elle de plus en plus les objets qu'elle fabrique et qui lui sont utiles pour sa population, en fait il y a diminution des quantités, donc en plus là aujourd'hui on se retrouve à acheter des mais je suis désolée de le dire, mais des produits de merde qui coûtent le même prix que ce qui était des produits de qualité il y a 20 ans, 30 ans, et qui étaient fabriqués en France. T'as été faire un tour dans un magasin de bricolage récemment? Ou même dans une pharmacie? Tu le vois, le résultat de décennies à faire fabriquer les trucs dont on a besoin aux Chinois sous prétexte que c'est pas cher? Tu vois le résultat? Est-ce que vraiment on veut ça? Pourquoi ce serait différent pour les voitures électriques en fait? Et là, Carlos Tavares nous balance l'argument massu, c'est que comme ça, on pourra s'inspirer de ce qu'ils font. Stellantis va être un vrai cheval de Troie dans l'entreprise chinoise, genre parce que les Chinois ils savent pas protéger leur technologie, tu sais, et on pourra reprendre ensuite leur technologie. Mais pourquoi les Chinois ils ont des technologies plus avancées que les nôtres, dis donc? C'est peut-être parce que la finance qui possède les titres de propriété des entreprises en question a délocalisé notre industrie là-bas parce que ça lui coûtait moins cher et que du coup les Chinois ils ont réussi à nous piquer nos technologies. Je dis ça, il y a peut-être un lien. Et donc là, Carlos Tavares veut juste que les gens pour qui il travaille, donc les propriétaires des titres de Stellantis, voilà, des titres de propriété de Stellantis, puissent continuer à faire du biz dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il importe des voitures chinoises. Il en a rien à secouer en fait. Et le pire, c'est que ils sont tous là à le présenter comme un industriel. Mais ce type n'est pas un industriel, c'est un VRP de la finance. Donc tu m'étonnes qu'il soit contre les barrières douanières, parce que ça, il le dit. Oui, alors, parlons-en des barrières douanières. Quand la journaliste évoque des barrières douanières, est-ce qu'il faut un peu de protectionnisme, etc. Alors attention, on parle de protectionnisme et de barrières aux frontières de l'UE. Faut pas imaginer que ces gens ont encore une idée de ce qu'est la France. Et en plus, c'est uniquement parce que les États-Unis ont décidé de taxer à 100% les voitures électriques chinoises que le débat a été mis sur la table, parce que la bourgeoisie financière européenne n'a pas d'idée par elle-même, on n'a plus, et que la dernière qu'elle a eue d'ailleurs, c'était de créer l'Union européenne, et que c'est en train de nous tuer et de créer les conditions de son propre suicide. Mais bref, la question des barrières douanières, à laquelle Carlos Tavares répond par un avertissement, où il nous dit « Attention, taxer les importations, ça revient à mettre une bulle autour d'un marché. Et la première chose que vous créez, c'est une énorme inflation à l'intérieur de la bulle. Et si vous créez une énorme inflation à l'intérieur de la bulle, vous portez atteinte au pouvoir d'achat des classes moyennes. Et vous accentuez le retard technologique des constructeurs qui sont à l'intérieur de la bulle par rapport à ceux qui sont en train de conquérir le monde. » Alors c'est quand même intéressant parce qu'il nous prévient d'un risque d'inflation si on ferme les frontières à la libre circulation. Mais ce qu'on a maintenant, c'est quoi? L'inflation, là, elle vient... C'est la baisse des prix, la stabilité économique? Non, c'est de l'inflation, ce qu'on a maintenant. Et elle vient d'où? Elle vient du fait
que les propriétaires des moyens de production ont délocalisé ces mêmes moyens de production en Chine, précisément à la faveur de la libre circulation. Et que du coup, on ne produit plus rien, donc on est devenu dépendant de l'extérieur, et donc que nous sommes soumis aux fluctuations d'un marché que nous ne contrôlons plus. Et que donc, non seulement on a de l'inflation, mais en plus, on a des pénuries. Ça, c'est le résultat direct du projet de Carlos Tavares. Mais je trouve que la question des barrières douanières est intéressante. Le problème, c'est que pour pouvoir se permettre ça, et moi je pense que ça doit se faire à l'échelle de la France, hein, parce que la Pologne, ils n'en ont rien à faire, hein, puisqu'ils ont des usines, eux, hein, ça ils produisent, hein, la Pologne, il n'y a pas de problème. D'ailleurs c'est nos usines qu'ils ont récupérées. Donc pour pouvoir se permettre en fait de mettre des barrières douanières, il faudrait déjà produire en France ce dont on a besoin. Et ça, eh bien, ça n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que la libre circulation des marchandises, imposée par la bourgeoisie financière, lui a permis d'augmenter ses profits tout en nous vidant, nous, de notre capacité à produire de la richesse. Alors je rappelle qu'il y a 50 ans, on était un pays qui était renommé dans le monde entier, dans tout un tas de domaines pour sa production industrielle, et d'ailleurs précisément dans le domaine là qui nous occupe avec cette vidéo, qui est celui de l'automobile. Donc là, avec Tavares, on est vraiment sur un cas classique du gars qui s'est engraissé sur notre dos, et qui nous dit, bah maintenant vous avez plus le choix, vous êtes obligés de continuer à vous faire saigner. Voilà, merci, au revoir. Et ce qu'il oublie de dire quand il parle de ceux qui sont en train de conquérir le monde, hein, donc il parle des Chinois, c'est qu'ils sont en train de conquérir le monde précisément parce que, à la faveur de la mondialisation imposée par la même classe dirigeante, ces puissances émergentes, enfin carrément émergées maintenant, hein, voilà, ont récupéré les moyens de production, les usines qui étaient les nôtres, et que les dirigeants chinois et indiens n'hésitent pas, parce qu'il s'agit de l'intérêt de leur pays, à imposer, eux, des lois qui garantiront que les usines en question restent là-bas. Que là-bas, je rappelle que le protectionnisme, c'est pas tabou. L'économie planifiée, c'est pas tabou. Et la protection aux frontières, c'est pas tabou. Surtout dans la mesure où l'immense majorité des outils de production là-bas appartiennent au Parti communiste chinois. Et que si demain ils décident de nationaliser les usines que nos financiers y ont envoyées, ces mêmes financiers pourront rien faire. Et si le PC chinois décide de ne plus nous livrer de paracétamol, on ne pourra rien faire. Et si le PC chinois décide de garder les masques chirurgicaux qu'il fabrique pour le monde entier, le monde entier ne pourra rien faire. Voilà. Ça s'appelle prendre la finance à son propre jeu. Sauf que derrière, qui va payer? C'est pas Carlos Tavares, c'est nous. Tu vois. D'ailleurs, on les paye déjà en fait, toutes ces décisions. On les paye par les pénuries, on les paye par l'inflation et par le pillage toujours plus avancé de ce qui reste de notre industrie et de notre agriculture. Donc Carlos Tavares, il est juste là pour nous dire maintenant la bourgeoisie financière a acté que c'est les Chinois qui mènent le game, donc la finance occidentale a décidé d'en prendre son parti, de devenir VRP et de prendre 10%. Voilà. Les propriétaires, en fait, des moyens de production sont en train, littéralement, de se prendre les pieds dans le tapis de la concurrence internationale, un tapis qu'ils ont eux-mêmes tissé. Et donc, pour ne pas mourir, ils deviennent les VRP, mais par contre, ils vont être obligés, pour pouvoir continuer d'exister, de nous prendre toujours plus. Et nous, on va continuer de plus rien fabriquer et on va crever. Et le pire, c'est que là, je dis ça, on parle des Chinois, mais ça se passe au sein même de l'Europe. Quant à la ribambelle de guignols candidats aux européennes qui défilent pour nous expliquer qu'il faut relocaliser, déjà la plupart ne parlent pas de la France, hein, ils disent tous il faut relocaliser hors d'Europe, mais les Roumains, les Bulgares, les Polonais, ils n'ont pas besoin de relocaliser. C'est chez eux que nos usines ont été relocalisées. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas besoin de relocalisation européenne. Ils ont déjà eu la relocalisation en fait. Juste à leur bénéfice. Enfin, je comprends même pas comment ils peuvent tous être là et se dire oui, il y a un intérêt européen commun. Ça paraît assez évident qu'il y en a pas. Et ça veut pas dire on acte ça, donc on se fait tous la guerre entre nous. Ça veut juste dire avoir comme priorité l'intérêt des Français. Mais pour ça, il faudrait déjà avoir des représentants politiques qui ne servent pas, que ça soit à dessein ou sans s'en rendre compte, les intérêts de la finance. Ou même, là, on en est même plus là, parce que à minima, ça serait dans le cas où on a des représentants politiques qui comprennent ce qui se passe et comment fonctionne l'économie et la vie. Donc autant vous dire qu'on n'y est pas.
Et donc, comme ils comprennent rien, ils vont faire exactement ce que Carlos Tavares et sa classe leur dit de faire. Voilà. Mener l'Union européenne toujours plus loin, nous déposséder toujours un peu plus de notre pouvoir de décision et tuer un petit peu plus notre industrie, notre agriculture, jusqu'à ce qu'on produise plus rien du tout et qu'on soit tous morts. Carlos Tavares nous dit on ne va pas pouvoir faire la course avec la Chine ou les États-Unis si on ne fait pas une étape de consolidation supplémentaire au niveau européen. C'est ça, c'est le saut fédéral défendu par Macron qui implique la dilution de tout ce qui reste encore de pouvoir à la France dans les institutions européennes, par définition non élues. Pour eux, il faut aller plus loin, parce qu'il y a toujours trop de barrières à leur prédation. Donc on a fait l'union douanière, on a fait l'union monétaire, on a fait tout ça contre l'intérêt des nations, contre l'intérêt des peuples, et notamment, moi ce qui m'intéresse, contre la nation française et le peuple français. Et maintenant, ils veulent qu'on fasse l'union militaire, pour garantir que Poutine perde en Ukraine, et que l'Ukraine reste bien dominée par la bourgeoisie financière, et notamment par des fonds d'investissement américains, qui a racheté toutes les terres en Ukraine, enfin bon, ça aussi, c'est une autre question. C'est pour ça qu'ils veulent que Poutine perde, en fait. C'est pour pouvoir faire rentrer l'Ukraine dans l'UE, ou au moins dans un marché commun, et que on puisse liquider nos agriculteurs ici et les remplacer par des Ukrainiens à 50 € la semaine. C'est ça le projet, c'est ça la réalité de leur projet. C'est pour ça qu'un tiers des débats sur les européennes, c'était sur l'Ukraine. Et je déplore, mais vous n'avez pas idée à quel point je déplore que aucun des guignols présents sur les plateaux ne l'ait dit. Ils étaient tous là, il faut soutenir l'Ukraine, il n'y a pas de question, et nanani, nanana. Mais pourquoi il n'y a pas de question en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de question? Ah oui, mais Poutine, il va venir en France juste après. Mais n'importe quoi, pourquoi? Pourquoi il viendrait en France? Il veut les usines? Il n'y en a plus. Et sans déconner, ils sont tous là à se demander s'il faut soutenir un peu plus ou beaucoup plus l'Ukraine, ou infiniment plus, ou alors carrément comme Glucksmann, s'il faut pas attaquer directement la Russie et la Chine pour faire bonne mesure. Mais bon, en tant qu'agent de la bourgeoisie américaine, Glucksmann défend, je suppose, son intérêt aussi, mais ce n'est pas non plus l'intérêt de la France. Mais voilà quoi, enfin non, c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'en fait, il y en a aucun qui a une vision vraiment de ce qui se passe. Donc, ils vont faire ce que, en plus, ils voient tous Carlos Tavares comme un grand industriel, machin, qui sait ce qu'il fait, etc. Bah oui, il sait ce qu'il fait, mais pour son intérêt à lui. C'est juste que par contre, les représentants politiques du peuple français, ils servent aussi l'intérêt de Carlos Tavares. Voilà. Juste, je vais revenir au sujet, parce que voilà, mais il y a un truc très intéressant à noter. Voilà, il y a une guéguerre, en fait, entre Stellantis et le gouvernement italien. Carlos Tavares, il a dit quelque chose qui mérite de s'attarder là-dessus pendant 30 secondes, parce que ça en dit très long. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement italien ne veut pas que des produits fabriqués donc par Stellantis en Pologne portent le nom de villes italiennes, comme l'Alfa Romeo Milano, par exemple, ou les couleurs du drapeau italien. Je crois que c'est la Fiat Topolino qui a les couleurs vert, bleu, rouge. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça ne plaît pas à Carlos Tavares, puisque Stellantis fait fabriquer ses véhicules en Pologne, et Stellantis préférerait que on garde les couleurs du drapeau italien, enfin que rien ne change en fait, montrer que rien ne change par rapport à avant, à part sa marge et celle de ses actionnaires, mais ça, on le voit pas sur la voiture, hein. Et donc, au sujet de la dernière citadine de Lancia, qui a fini d'ailleurs par s'appeler Upsilon, donc un nom grec, il a dit: ce produit a été créé à Turin, donc en Italie, dans notre studio de design, a été développé à Turin par notre équipe d'ingénieurs et a été paramétré sur la piste de Balocco. En termes de caractéristiques, cette voiture est italienne. Que l'on soit pour ou contre, la véritable valeur réside dans le fait que le design a été fait à Turin, le développement a été fait à Turin, et les spécificités de conduite et de confort ont été définies dans cette région. Pour lui, le lieu d'assemblage représente seulement 10% du coût de la voiture. Et il enchaîne, donc dites-moi, où se crée la valeur? Est-ce dans le studio de design, au sein de l'équipe de développement et de configuration, ou au niveau du lieu d'assemblage? Et c'est en effet une excellente question, Carlos. Où se crée la valeur d'un produit? Et poser cette question, c'est demander qui crée la richesse, déjà, mais aussi ce qu'est la véritable richesse. Alors pour moi, il est évident que la véritable richesse, c'est la richesse matérielle, palpable, celle qui permet qu'on subvienne à nos besoins et qui ensuite puisse être échangée de manière à redistribuer ça dans des services essentiels. Et dans ce cas, ceux qui la créent, cette richesse, ce sont ceux qui y mettent de la force de travail et qui fabriquent avec leurs mains, même s'il y a des machines, etc., mais qui fabriquent concrètement le produit fini. Pour Carlos Tavares,
ça ne semble pas être la même définition. Mais si c'est cela, alors qu'on lui enlève les ouvriers polonais et les ouvriers chinois, et du coup on verra si ça représente une perte de seulement 10% du chiffre d'affaires de Stellantis à la fin. Et vous voyez bien là où le bas blesse. S'il n'y a pas de gens qui fabriquent le produit, il n'y a pas de richesse, parce que le produit n'existe pas. Voilà, il est à l'état de projet dans la tête de quelqu'un. Mais du coup, il n'a pas de valeur. Et en disant cela, Carlos Tavares nous montre ici pour qui il bosse et pourquoi. Et il continue sur la lancée de ce qui nous est fait depuis 50 ans dans ce pays, c'est-à-dire qu'il nous explique, comme tous les intellectuels, les médias et les politiques depuis les années 70, que la production, non, ça ne produit pas de richesse. C'est dans le mot, hein, ça produit de la richesse, la production produit de la richesse. Donc on nous explique que ça appartient au passé, que travailler de ses mains ne vaut rien, n'a pas de valeur. Et que c'est finalement les designers, ceux qui pensent, qui vivent dans le monde des idées, qui créent la richesse. Voilà. Et tout se tient en fait là-dedans. Mais essaye de faire tourner un pays avec des designers et sans ouvriers, puis on va voir ce que ça donne. Bah oui, ça donne la France en fait. Un pays tertiarisé, tiers-mondisé, qui ne fabrique plus rien, qui manque de tout, qui se fait pomper ses dernières ressources par une finance internationale qui cherche à survivre un jour de plus. Et s'il faut pour cela fermer le dernier équipementier automobile français, comme MA France, où il y avait presque 400 salariés, en comptant les intérimaires, qui fabriquaient des pièces de carrosserie et de châssis pour Renault, mais surtout pour Stellantis, hein, et que la dernière usine d'Aulnay-sous-Bois ferme, et qu'à la place Stellantis va ouvrir une usine en Pologne, où le salaire est de 500 €, bah en fait ils le feront. Stellantis, qui achetait 80% de la production du site de MA France, a refusé de revoir ses prix d'achat pour compenser la hausse des coûts de production de MA France. Tout est là-dedans. Ça fait juste 10% de la valeur ajoutée du produit, ouais. Et le danger qui nous guette et le piège dans lequel on est tombé toutes ces années, c'est que on a voulu jouer au jeu de qui a la plus grosse compétitivité. Le truc, c'est qu'à ce jeu-là, les Français et la plupart des ouvriers le savent, hein, parce que y en a beaucoup qui ont été victimes de plans sociaux et qui ont été obligés de se reconvertir ces 50 dernières années. On ne peut que perdre, parce que les règles de ce jeu, ce ne sont pas les producteurs français qui les font, ce ne sont même pas les besoins des Français qui les déterminent. Ceux qui font les règles de ce jeu, ce sont ceux qui ont intérêt à faire plus d'argent et qui ont donc intérêt à ce qu'il n'y ait plus de producteurs français, sinon comme une vitrine pour des sommets Potemkin. Et oui, la comparaison avec l'URSS, franchement, je la trouve totalement justifiée. La liquidation judiciaire de MA France, là en plus, elle s'est faite, je sais pas si c'est le même jour ou la même semaine, que le sommet Choose France. Voilà. C'est l'illustration, s'il y en a besoin, du fait que leur projet, c'est surtout dépenser l'argent public en sommets bidons et en petits fours, alors que dans l'intérêt national, on a besoin de travail productif. Bref, de réindustrialiser. Et c'est très intéressant parce que dans cette campagne européenne, le thème de la réindustrialisation a été le thème central. Et ils ont tous passé leur temps à parler soit de réindustrialisation européenne, ce qui, comme on l'a vu, n'a aucun sens puisque l'UE a été faite pour permettre de délocaliser nos usines dans des pays à bas coût comme la Pologne. Pologne qui, de fait, n'a pas besoin de réindustrialiser. Et pour ceux qui parlent, alors plus ou moins, hein, de réindustrialiser au niveau français, c'est avec les mêmes méthodes que celles qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Baisser le coût du travail pour être plus compétitif, genre, vous croyez encore qu'on va réussir à être plus compétitif que les Bulgares et demain que les Ukrainiens, ou des crédits d'impôt aux grandes entreprises pour libérer l'innovation et le travail. Mais on se croirait en 2002, quoi, sans déconner. C'est les mêmes logiques qui créent des problèmes toujours plus importants avec les mêmes solutions. Et avec à la clé, bah, ceux qui nous dirigent, qui continuent de nous diriger, qui continuent de nous saigner, tout ça pour reprendre des forces dans la guerre qu'ils sont en train de perdre contre les concurrents qu'ils ont eux-mêmes créés. Aujourd'hui, l'agenda de la bourgeoisie financière, le seul projet qu'ils aient, c'est ne pas mourir. Alors la version américaine, elle est en train de se battre justement pour sa production sur le sol américain, mais les dirigeants européens, tranquilles, ils se disent que c'est plus simple de saigner les nations parce que la construction européenne a été faite de telle manière que c'est beaucoup plus simple pour eux et que pour vivre un jour de plus, voilà, on va prendre aux Français ce qui leur reste. Et c'est vrai dans le cas de l'automobile, et c'est le même mouvement pour tout le reste, y compris l'agriculture. Ils vont nous tuer. Ils sont en train de nous tuer.
c'est pas leur but, mais ça sera la finalité de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont eux-mêmes créé les conditions de leur propre destruction et ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Ils vont nous prendre tout ce qu'ils peuvent pour ne pas mourir. Alors clairement, la question de la rémunération de Carlos Tavares, c'est secondaire en fait. On s'en fout. Le problème, c'est pas combien il gagne. Le problème, c'est que ce soit lui qui dicte la conduite des entreprises qui fabriquent des choses dont les Français ont besoin, et bien pire, que ce soit lui et toute sa clique de financiers qui dictent la politique de nos États, qui dictent ce que nous, on doit faire en tant que nation. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, on le voit, leur intérêt, l'intérêt de la finance mondialisée, est désormais dans une phase où elle a un intérêt qui est opposé au nôtre, qui ne peut plus, en fait, s'accommoder, on ne peut plus cohabiter. C'est l'un ou l'autre qui va survivre. Et Carlos Tavares, là, en fait, il joue son rôle, il cherche à ce que la bourgeoisie financière européenne maintienne la tête hors de l'eau dans un système qu'elle a mis en place, promu et encouragé, et qui est en train de se retourner contre elle, parce que les autres ont appris à jouer avec les règles du jeu. Mais pour un Français, finalement, tu vois, la différence entre un propriétaire chinois et un propriétaire comme Carlos Tavares, ça revient au même. Dans les deux cas, les usines sont plus là. Dans les deux cas, on ne produit plus de richesse en France. Dans les deux cas, il y a des pénuries. Dans les deux cas, il y a donc plus d'argent parce qu'on ne produit plus rien. Voilà. Dans les deux cas, les Français vont crever. Que ça soit au bénéfice d'un type de propriétaires, ceux qu'on connaît, qui sont là depuis 50 ans et qui n'ont pas hésité à nous saigner pour augmenter leurs profits, et qui nous ont imposé leur système politique, ou que ce soit au bénéfice d'autres propriétaires, qu'ils soient chinois, indiens, ou peu importe, en fait, qui feront exactement la même chose s'ils le doivent, parce que eux non plus ne travaillent pas dans les intérêts de la France. Ils travaillent dans les intérêts de la Chine, ou de l'Inde, ou peu importe. Tu vois? Donc t'as la finance qui a son intérêt, qui est le profit, et t'as les Chinois qui ont leur intérêt, qui est la santé économique de la Chine, et des Chinois. Mais là-dedans, en fait, la vraie question, c'est pas l'Europe, c'est pas la souveraineté, c'est les Français qui sont oubliés, et tout le monde s'en fout. Et c'est pour ça que c'est ce que je défends sur cette chaîne depuis plusieurs années, et je me fais traiter de tous les noms, je me fais traiter de raciste, de populiste, de fasciste, de communiste, de tout ce que vous voulez, voilà. Mais c'est le projet que je défends, c'est que il faut que les Français, les producteurs français, reprennent leur destin en main, dans l'intérêt de la France, pas dans l'intérêt de l'Europe. Les Polonais, encore une fois, ça va au niveau industrie vu qu'ils ont récupéré la nôtre. C'est le projet que je porte depuis, plusieurs années maintenant. Les producteurs français doivent reprendre le contrôle de la France et organiser la société dans l'intérêt de la satisfaction des besoins des Français et donc autour de la production. En France, ce sur quoi on a la main, parce que la classe qui dirige actuellement ne peut que nous saigner. Et les producteurs français, les ouvriers, les artisans, les agriculteurs, les dirigeants d'entreprises dans tous les domaines de la production et de l'acheminement des biens produits, eh bien il n'y a qu'eux qui peuvent nous sauver de la ruine et de la destruction totale. Il y a qu'eux. C'est pas compliqué, c'est eux qui produisent la richesse. Moi je ne pense pas que les gars qui fabriquent des biens ne soient à l'origine que de 10% de la richesse produite. Ça c'est le mythe qu'on a voulu nous faire intégrer et qui est un mensonge absolu, qui a été utilisé pour vider la France justement de toute sa richesse et de tous ses outils de production de la richesse. Donc voilà, c'est les producteurs qui doivent reprendre la main. Et j'en parle depuis plusieurs années maintenant sur cette chaîne. Je le détaille d'ailleurs dans mon bouquin, et ça va d'ailleurs me faire une excellente transition vers la fin de la vidéo, sur le livre qui s'appelle d'ailleurs « Il est venu le temps des producteurs ». Je crois que c'est assez clair. Pour ceux qui ne l'ont pas précommandé durant la phase de précommande, eh bien il sera disponible à partir de la rentrée. Je vous mettrai le site, c'est pas encore fait tout ça. Pour tous les autres qui ont précommandé le livre, il arrive chez moi dans incessamment sous peu, là, dans les prochains jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il est probable que quand vous regarderez cette vidéo, je vous ai posté déjà des photos de tous les cartons de bouquins. En tout cas, ça va pas tarder. Donc vous l'aurez d'ici la fin du mois, le temps de signer les 500 exemplaires à dédicacer, le temps de les mettre dans des enveloppes. On n'a encore pas fini de tamponner toutes les enveloppes et de coller toutes les étiquettes, mais on y arrive. Et du coup, le temps d'avoir le rendez-vous avec la poste. Bref, vous l'aurez d'ici la fin du mois, vous l'aurez avant les vacances. Si tout se passe bien, je touche du bois, si tout se passe bien, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. Pour les gens qui ont commandé le livre audio et l'e-book,
Vous vous doutez bien que je vous l'enverrai à peu près en même temps que je posterai en fait les livres papier, parce que sinon ça me paraît pas juste ni équitable, et je sais qu'il y a des gens qui sont impatients de le lire, et moi-même je suis très très impatiente que vous puissiez le lire, mais j'ai pas envie de favoriser des gens par rapport à d'autres, et du coup voilà, j'enverrai les livres audio et numériques pour que vous les receviez à peu près en même temps que les gens qui ont commandé le livre papier. Voilà. Ça c'est pour les nouvelles concernant le livre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, parce que bien sûr tout ceci ne reste que mon avis et que ma parole n'est pas d'évangile, même si dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit qu'en punition pour s'être donné aux marchands, eh bien Babylone ne verra plus ni paysans, ni ouvriers, ni artisans, ni artistes entre ses murs. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Prenez soin de vous.